Hello, ladies and gentlemen. Good morning and welcome to the press review this morning on Equinox TV. Let us start by press review now in the kiosk. Commençons par le quotidien le Cameroun Tribune. Cameroun Tribune qui parle de passeport. Bon, il a plutôt commencé par Cameroun Tribune qui parle donc de passeport. Les nouvelles conditions. Le journal indique que les modalités de délivrance de ces documents de voyage définis par le décret présidentiel de jeudi dernier ont été modifiés. Ce changement qui introduit notamment l'enregistrement en ligne vise à réduire les tracasseries des usagers à leur plus simple expression et à renforcer la sécurisation du circuit. Le journal Mutation pour sa part parle de Johnson Mabia Modika, l'a enlevé puis décapité, écrit le journal. Le délégué départemental du Minepat pour le Ndian a été tué par ses ravisseurs. Les autres délégués départementaux kidnappés, toujours introuvables, mentionne le journal. Huile de palme, le Cameroun va encore importer du Gabon, alors que dans des années antérieures, c'était évidemment le Gabon qui importait au Cameroun. Aujourd'hui, la donne a véritablement changé. Le jour, une Covid-19, vaccination intensive du 7 au 11 juillet. Le journal parle ainsi de cette campagne engagée par le gouvernement en vue de limiter la propagation du coronavirus et prémunir les citoyens camerounais contre toute contamination de cette pandémie. Le quotidien Messager met en sa une le Cameroun. Pénurie de riz, le Cameroun au bord de l'hécatombe. Avec une production nationale de 300 000 tonnes, le pays ne peut répondre à la demande de 600 000 tonnes. Le plan de survie du groupement des importateurs du Cameroun, c'est à lire dans les colonnes du quotidien Le Messager. Le Messager qui parle aussi de deuxième affaire Mamoulke, la leçon inaugurale d'Isaac Joël Bella Bellinga. L'expert comptable confond publiquement les avocats français Fabrice Epstein et Benjamin Chouaille devant. Sur cette affaire, le quotidien de l'économie parle, le report de l'économie parle ce que les pays de la zone CEMAC ont mobilisé en 2020. Le journal indique que les chiffres sont contenus dans un rapport de la Banque des États de l'Afrique centrale à lire de la page 6 à la page 7 du journal. Le report de l'économie, de même qu'il évoque les infrastructures, avec 106 milliards de francs CFA de la Banque africaine de développement pour la construction de la Ring Road. Il s'agit ici d'aménager ces voies entre le sud-ouest et le nord pour faciliter les échanges avec le Nigeria voisin. Émergence par le Cameroun, le Covid-Gate des mairies, les fonds mis à la disposition des collectivités territoriales décentralisées. Beaucoup peinent à justifier, en tout cas le journal a mené son enquête sur cette affaire, de même que le journal parle de Angola Power over Power Cameroun, parlant ainsi de cette finale de la CAN de handball perdue par le Cameroun au Palais des Sports de Yaoundé devant les Palanquinas Negras d'Angola. Le journal Repère parle de Douala 5e, gouvernement embourbé dans une filouterie foncière de 2500 hectares. Le journal précise qu'il a été embarqué par le député RDPC Albert Dokolins qui se prévaut d'une déclaration d'utilité publique caduque pour un projet qui n'a connu aucun début de réalisation depuis 6 ans. Il mentionne donc le journal Atténuation des effets Covid. La Banque mondiale injecte 54 milliards de francs CFA au trésor camerounais. Et puis on poursuit cette revue de presse avec le journal Intégration qui parle du retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. L'Afrique centrale se prononce, à lire donc dans les colonnes du journal. Et pour finir donc cette revue de presse avec le quotidien La Nouvelle Expression qui parle de crise anglophone. Prélats et chefs traditionnels accusent. Dans un entretien avec La Nouvelle Expression, les religieux du diocèse de Kumbo refutent les accusations de l'armée selon lesquelles ils sont de mèche avec les séparatistes. Et évidemment, le père Sylvestre Garba, qui a été donc interpellé par l'armée, précise que, de même qu'on le suspecte, on le soupçonne d'être de connivence avec les séparatistes, les mêmes séparatistes l'avaient bastonné il y a quelques années pour avoir ouvert les portes d'une école de Kekovi dans le diocèse de Kumbo. Il a même subi les pires tortures entre les mains de ses ravisseurs. Comment peut-il donc être celui qui est de connivence avec ces séparatistes? S'est interrogé donc le prélat. Le journal parle aussi des séries noires
Un agent de l'État pris en otage a été tué. 5 autres sont toujours introuvables après leur enlèvement. De même que le journal évoque une autre série noire qui continue. Un gros porteur de Général Voyage qui fait des victimes ce week-end sur la falaise de Chang. Voilà pour ce qui est donc de la revue de presse, tout au moins du quotidien La Nouvelle Expression. On finit par l'œil du Sahel qui parle de la Damawa. Le gouverneur qui l'a dit, Tagueke Boukar, aucun enlèvement depuis le début de l'année dans le département, dans la région de la Damawa. Ces 4 départements qui sont évidemment sous contrôle les forces de défense et sécurité qui maîtrisent la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Place à présent avec nos invités du lundi, en attendant évidemment que Thierry Niopé nous rejoigne. On va donc aller. Bena Batana, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes, évidemment avec l'actualité qui vous a marqué. Alors bonjour Jean-Paul Chouniat, good morning Ekondo Titi, good morning Kumba. C'est un plaisir d'être là pour parler des choses de la cité. Et vous m'avez posé la question de savoir quel est le sujet qui m'a le plus marqué durant ces derniers jours, le week-end et autres là. Je dirais que, comme tous les autres l'ont dit d'ailleurs, c'est un sujet qui fait de la résistance dans l'actualité, c'est-à-dire le retour de Laurent Koudou Gbagbo, le président de la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire. Ancien président, il faut préciser. Après 10 mois d'absence. Il ne faut pas créer la confusion. Alors, je dis que ça, c'est un retour remarqué et remarquable. Alors, il me souvient, au sujet de Laurent Gbagbo, et tous ceux qui sont passés par le messager ont une affection particulière pour cet homme. Il me souvient qu'une fois, lorsqu'il présentait les collaborateurs de Ndjaoui aux membres, aux militants de son parti politique, il disait ceci. Voici un journal camerounais. Lorsque on l'interdit sous le messager, il paraît sous la messagère. Quand on l'interdit sous la messagère, il paraît sous le message. Et fondamentalement, le message passe. Le message passe parce que Gbagbo, c'est un homme, un Africain, parmi ceux qui comptent ces derniers temps. Gbagbo, son retour a été remarqué. Si je dis le président de la Côte d'Ivoire, nous sommes les historiens du présent et c'est les faits. Les faits sont têtus. Lorsque Gbagbo revient en Côte d'Ivoire, vous avez vu la foule qu'il a accueillie? Est-ce que cette foule-là, qui est évaluée à des millions de personnes, cet accueil est réservé à un homme ordinaire? Non. Je crois que cet accueil est réservé à un président de la République. Tout au moins, il a le statut d'un chef d'État. Mais c'est un ancien chef d'État, il ne faut pas qu'on crée la confusion. On va donc démarrer avec cette une du quotidien, La Nouvelle Expression. Bena Batana, en attendant que Thierry Niopé arrive, sur la crise anglophone. Il y a quelques jours, 2 prélats avaient été cités parmi parmi les gens qui sont en connivence avec les séparatistes anglophones. Et aujourd'hui, ce prélat est sorti pour indiquer que lui, il n'a aucun lien avec les séparatistes anglophones, notamment les Amba Boys, puisqu'il y a quelque temps, il était pris à partie pour avoir ouvert les portes d'une école. On les taxe d'être plutôt de connivence avec le gouvernement. Dans cette situation, comment comprendre que ces prélats sont finalement entre le marteau et l'enclume? Alors, il s'appelle Sylvestre Garba. Je crois que c'est un prélat, un prêtre au diocèse de Kumbo, de l'église catholique romaine du diocèse de Kumbo, qui est en proie au mouvement séparatiste. Il faut dire que là-bas, c'est quand même un terreau fertile pour les séparatistes. Et puis, le père Sylvestre a été enlevé par les hommes armés, les groupes séparatistes, qu'il accusait notamment d'avoir ouvert l'école au moment où on prône les villes mortes, ghost town, comme on les appelle là-bas. Et c'est une affaire qui est assez compliquée.
Au-delà du prêtre, on a accusé aussi, les autorités militaires accusent aussi les chefs traditionnels. Et vous vous souvenez que des prélats ont été tués, qu'un prélat a été tué, les chefs traditionnels ont été tués aussi. On ne peut pas être de connivence avec les groupes séparatistes et être tué par ces groupes séparatistes. Moi, je pense qu'il y a tout un imbroglio qui règne là-bas, dans les zones anglophones, qui sont en proie à ces velléités. Ils disent même qu'ils sont parfois insultés au poste de contrôle. Ben voilà, qui sont par les hommes en tenue. Voilà. Un prélat, c'est un homme pacifique, c'est un homme de paix, qui ne choisit pas, ses fidèles. Le prélat ne choisit pas le fidèle qui doit entrer dans son église. On peut se retrouver dans une situation où des séparatistes vont à l'église prier Dieu, parce qu'eux aussi ils prient Dieu. Est-ce que dans ce cas, est-ce que dans ce cas, le prélat va dire que toi, tu es un séparatiste? Non. La preuve, c'est que le prélat parmi les prélats, le cardinal Toumi, de regretter mémoire, avait été aussi enlevé. Mais est-ce que dans ce cas-là, doit-il dénoncer ou pas aux forces de sécurité? Oui, maintenant, là, ça devient compliqué. Vous vous souvenez que lors des guerres d'indépendance, on avait accusé un prélat d'être de connivence aussi. Monseigneur Dormeau, pour ne pas le citer ici, mais à son âme, on l'avait aussi accusé d'être de connivence avec les nationalistes. Et dans le temps, c'était effectivement des mouvements séparatistes, des mouvements nationalistes qui voulaient l'indépendance, qui allaient contre l'ordre établi par la colonisation française. Et ils étaient taxés de maquisards. Donc, le pouvoir en place à Yaoundé l'accusait aussi d'être de mèche. C'est la même chose aujourd'hui. Sauf que ici, ce sont les séparatistes qui veulent la partition. C'est une situation d'imbroglio. En même temps, on trouve les prélats et les chefs traditionnels entre le marteau des autorités militaires qui les accusent et l'enclume des séparatistes qui les menacent. Voilà la situation dans laquelle ils se trouvent. Et qui le décrit d'ailleurs dans cet article. C'est aussi valable pour les journalistes, je me rappelle. La nouvelle expression. C'est aussi valable pour les journalistes. Je me rappelle de la première tournée du Premier ministre au Nord-Ouest. Lors de la rencontre avec la presse, les journalistes les journalistes du Nord-Ouest lui avaient posé la question de savoir quelle attitude avoir lorsque vous évoquez certains sujets. Les séparatistes vous appellent, vous menacent, on menace d'enlever votre famille. Lorsque vous traitez d'un certain nombre d'autres sujets, c'est les hommes en tenue ou alors les autorités qui vous menacent. Il avait posé la question au Premier ministre, dans ces conditions, que faire? Dans ces conditions, que faire? C'est le drame. C'est le drame des reporters dans les zones en conflit. Dans ces conditions, que faire? Bon, on peut choisir d'être couvert par l'armée régulière, on peut choisir sa formule, son créneau d'aller, mais en tout état de cause, il est un peu difficile pour un journaliste d'être de connivence avec des forces séparatistes dans ces conditions-là. Mais ce qui est certain, c'est que, et puis, le pouvoir régalien, les forces de défense doivent assurer... Mais il y a eu le cas Ouazizi. Il y a eu le cas Ouazizi, qu'on a accusé d'être de mèche avec les séparatistes et qui en est mort. Et dont on ne connaît ni les tenants, ni les aboutissants de cette affaire n'a pas été retrouvé. Et c'est une occasion qui nous est donnée pour que la lumière soit faite sur ce cas Ouazizi, qui a été tué. Et pour les uns, il était de connivence avec les séparatistes. Bon, alors maintenant, c'est une question à des millions de francs CFA. Pour un journaliste, est-ce qu'il faut aller dénoncer les séparatistes ou bien traiter l'information telle qu'elle? Au risque d'en mourir. Au risque d'en mourir. Voilà le grand dilemme des journalistes. Il n'y a que les rédactions pour répondre à cette question. Maintenant, Bernard Batana, pour ce qui est des prélats, vous l'avez indiqué qu'il ne choisit pas qui rentre dans sa chapelle. En même temps, il faut protéger l'État. Dans ce cas-là, c'est travailler pour mourir, même s'il faut y laisser sa peau alors. Ça devient difficile, Jean-Paul. Mais je pense que lorsqu'on est prélat et qu'on a en face de soi un séparatiste, il faut essayer de le ramener à de bons sentiments. Et s'il persiste, parce que cela est inscrit dans la Bible, il faut essayer de ramener. Mais s'il persiste,
il faut aller vers le pouvoir, vers les forces publiques pour leur dire, voilà quelqu'un qui ne veut pas changer d'attitude. En tout cas, il faut le dénoncer. Il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Il faut dénoncer ce qui est mauvais. Il faut dénoncer ce qui est mauvais, ce qui n'est pas bien, ce qui ne prône pas la paix. Parce que le prélat est essentiellement un homme de paix. Lorsqu'il a en face de soi quelqu'un qui n'est pas un homme de paix, il faut le dénoncer. C'est d'ailleurs ce que faisaient beaucoup de missionnaires. Mais avec le risque que, lorsque tu dénonces un séparatiste, les autres viennent qu'il y ait le retour. Voilà. En tout cas, c'est ce que faisaient d'ailleurs beaucoup de prélats, de missionnaires blancs à l'époque coloniale. Vous allez vous confesser et après... on saisit le ballon, on vient vous interpeller. En tout cas, c'est une actualité qui reste donc à suivre. Du moins, le prélat a été relaxé et on lui a demandé de se présenter au tribunal militaire de Bamenda en temps de besoin. On poursuit donc avec cette série noire sur la route, non, cette série noire toujours dans le sud-ouest. La conférence des gouverneurs vient de se tenir à Yaoundé, où le ministre de l'administration territoriale indiquait évidemment que la situation sécuritaire est sous contrôle dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Quelques heures après, on enlève 6 délégués départementaux et alors où nous parlons, un a été tué, vachement assassiné, décapité, Bernard Batana. Est-ce que finalement c'est pour démontrer au ministre de l'administration territoriale que ce qu'il a dit n'est pas vrai? Alors c'est l'occasion m'est donnée pour rendre un hommage à ce fonctionnaire du ministère de l'économie, de la planification, Johnson Moudika, qui était le délégué départemental de ce ministère dans le Ndian, qui a été enlevé avec 5 autres de ses collègues fonctionnaires. Lui, il a été décapité et on a retrouvé son corps dans la broussaille, son corps complètement décapité. Il faut dire ici pour dénoncer que la lutte séparatiste au XXIe siècle ne s'accorde pas avec les assassinats barbares. C'est l'occasion ici d'interpeller les organisations de défense des droits de l'homme pour dire non à cette autre barbarie. D'interpeller ici les forces de maintien de l'ordre pour que les autres qui ont été enlevés soient retrouvés sains et saufs. Nous dénonçons cette attitude qui est barbare au XXIe siècle dans un pays qui se dit démocratique. Les velléités séparatistes n'ont pas leur place. Bernard Batana, depuis 2016, on dénonce. Est-ce que dénoncer va résoudre le problème? Alors, nous avons dit ici, la dernière fois, je crois que c'était sur ce plateau, lorsqu'on a tué, on avait décapité la gardienne de prison. Florence Ayafor. On n'a dit plus jamais ça. Quand on a tué Thomas Sang aussi. On n'a dit plus jamais ça. Quand on a tué les élèves de Kumba, on a dit plus jamais ça. Aujourd'hui là, Johnson a été tué. Plus jamais ça. Moi je pense que les pouvoirs publics de Yaoundé doivent changer de fusil d'épaule. Si les solutions préconisées ne marchent pas, par le grand dialogue national ne marche pas. Parce que sur le terrain, il n'y a aucune implémentation de ces solutions. Et puis la réponse des séparatistes au gouverneur, c'était de tuer Johnson. Le gouverneur qui disait que la situation est maîtrisée. La réponse, c'était de tuer ce jeune fonctionnaire. À 42 ans, on a toute une vie devant soi. Sa famille et autres là. Non, moi je pense que l'État régalien, le pouvoir régalien doit rétablir la paix et la sérénité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Par tous les moyens. C'est de notre devoir de le demander à l'État régalien. Nous ne savons pas comment, mais il faut que la paix et la sérénité reviennent de ce côté-là. L'État a tous les moyens. L'État a tous les moyens de le faire. Alors, quand on observe ce qui s'est passé dans le nord, ce qui s'est passé dans le Ndian, est-ce que là, ce geste ne crée pas aussi une certaine panique pour les autres? Mais une certaine psychose, évidemment. Personne ne peut accepter d'aller dans le chaudron. Personne ne peut accepter d'aller dans une guillotine. Mais je ne dis pas que le nord-ouest et le sud-ouest, c'est un chaudron, c'est une guillotine.
Mais lorsqu'on voit son collègue, vous êtes délégué départemental d'un ministère, vous voyez votre collègue délégué départemental d'un autre ministère, vous frémissez forcément. Assassiné. Si vous êtes un humain, vous allez frémir, comme vous l'avez dit. Il revient donc à l'État régalien d'assurer les conditions de sécurité. Il ne s'agit pas de dire aux fonctionnaires, allez. Il faut que les conditions de sécurité soient réunies pour que ces fonctionnaires travaillent en toute quiétude. Voilà. Mais Bernard Batana, là, sur ce qui a été dit à Yaoundé, certainement les gouverneurs ont reçu des consignes précises sur ce qu'il faut faire. Est-ce que là, on est en train de mettre à rude épreuve déjà à Bernard Okalia-Bilal, le gouverneur de la région du Sud-Ouest? J'ai dit que c'est un signal qu'on lui a donné. C'est une réponse qu'on lui a donnée pour dire que ce que tu dis là n'est pas vrai sur le terrain. Bon, maintenant, le ministre de l'administration territoriale avait dit que les stratégies de sécurité, on ne les dévoile pas au grand public. Qu'est-ce qu'il a instruit comme stratégie pour assurer la sécurité? C'est un secret qui reste entre lui et les gouverneurs. Mais nous attendons de voir sur le terrain ce que cela va donner. Est-ce que la sérénité va retourner dans le nord-ouest? D'aucuns vont te retorquer que c'est un acte isolé. Mais nous disons ici qu'aucune vie humaine n'est isolée. Autant même si c'est un acte isolé, mais ça choque. Une vie humaine de moins n'a pas de prix. Il faut préserver toutes les vies humaines. Il ne s'agit pas d'un acte isolé. Il s'agit d'un signal pour dire que la sérénité n'est pas totalement revenue dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mais à l'opposé, par exemple, dans la ville, dans le département de Buï, il y a cette opération Kumbo Clean, menée par le général de brigade Nkavalet, qui a permis de mettre la main sur un important stock d'armes de fabrication artisanale, des engins explosifs non improvisés, où il a clairement donné la liste d'un certain nombre de généraux, de fake generals, comme il a appelé, ont été neutralisés dans cette zone-là. Est-ce que, avec ce travail qui est fait et présenté comme un trophée, évidemment, pour ce qui est sur le terrain, est-ce qu'en même temps, on n'a pas l'impression que c'est une mise en place d'un système de sécurité à double vitesse? Bon, maintenant, je ne peux pas juger de la stratégie des forces armées. On ne peut pas facilement juger quand on est sur un plateau. Mais tout état de cause, le général, c'est le général Cavalier. Il a quand même des faits sur le terrain qui amènent à dire qu'il se défonce. Il mouille le maillot, comme on dit dans les milieux du football. Il est fortement déployé. Et il a organisé une traque à ce général, le général Nopiti. Nous attendons que ce général soit neutralisé. Le général K. Valère est sur le terrain et il fait beaucoup d'avancées. Il a neutralisé beaucoup de poches de résistance des mouvements séparatistes. Il avait lancé une opération Vraiment, il faut le dire pour se réjouir de ce que le général fait sur le terrain, ce que tous les peuples attendent. Bernard Batana, je voulais juste indiquer que lorsqu'un acte isolé est posé, quand un acte isolé est posé où on tue un individu, ça fait 10 fois plus mal que lorsque une opération est menée, des individus neutralisés. Est-ce que dans ce cas-là, vous l'avez indiqué quelques instants qu'il fallait un peu revoir la façon de faire. Est-ce que l'heure n'est pas venue de lancer une véritable battue dans ces deux régions? Alors, cela dépend de la stratégie. On ne va pas... Cela dépend de ce que nous voulons. Ce que nous attendons des forces armées, c'est que la sérénité revienne. Est-ce que c'est à travers une battue? Est-ce que c'est à travers... Non. Nous voulons que la sérénité... Ils sont sur le terrain, ils apprécient mieux la situation. Vous avez dit tout à l'heure là que ça fait mal. Ça fait d'autant plus mal que les populations, que l'armée ne peut pas... On a dit que l'armée ne peut pas se retrouver à tout moment, à tous les lieux. C'est le lieu ici d'interpeller les populations. Mais est-ce que quand... les populations doivent coopérer avec les forces de défense. Le général l'a d'ailleurs fait. Tant que les populations ne coopèrent pas, parce que les populations connaissent les séparatistes, ils les connaissent. Le général... C'est des gens qui vivent avec eux. Ils n'ont qu'à les dénoncer. Le général Cavalier l'a fait, le préfet du Buï l'a également fait. Mais est-ce que ici, tout à l'heure nous évoquions le cas des prélats
qui sont entre le marteau et l'enclume. Est-ce que les populations aussi ne sont pas entre le marteau et l'enclume? On se rappelle de ce séparatiste qui était sorti de la forêt, était venu et a rendu son arme et qui a été tué. Et il est retourné chez lui, il a été tué. Est-ce que des gestes comme ça ne font pas peur à la population, encore que vous avez la chance qu'on ne s'en prenne qu'à vous sans s'en prendre à votre famille? Alors il faut que les forces de défense les mettent en confiance d'abord. Et je crois que c'est cette confiance qu'on ne trouve pas au sein des populations dans le nord-ouest et le sud-ouest. Est-ce que mettre en confiance suffit? Mettre en confiance pour leur dire que non, vous serez protégés. Il faut dénoncer. Tant qu'on n'aura pas dénoncé, ils vont toujours se fondre dans la population. Ils vont toujours se fondre dans l'église. Parce qu'ils ne prennent pas leur renseignement ailleurs qu'au sein des populations. La population. Mais ils sont au milieu des populations. C'est ça. C'est ce qui fait la difficulté des forces de défense. Sans oublier qu'il y en a qui tombent. Hein. Voilà. Il y en a qui tombent. C'est ce qui fait la difficulté. C'est une situation, on dit une guerre asymétrique. L'ennemi n'est pas formellement identifié. Ça complique davantage la tâche. Il faut que les populations s'y mettent. Et pour peu qu'un chef traditionnel s'y mette, on le tue. Mais je pense que les forces de défense doivent mettre... J'ai vu les soldats du BIR dans les écoles. J'ai vu les soldats du BIR arranger les ponts, distribuer des gels. Non, voilà les faits. Les actions civilo-militaires qui mettent les populations en confiance. Moi, je crois qu'il faut... C'est le côté là qu'il faut y intensifier. Le côté des actions civilo-militaires. Où on peut dire dans les hôpitaux que les forces armées organisent les séances de consultation. Ça se fait d'ailleurs. Donc voilà les actions concrètes qu'il faut mener. Les actions civiles menées par les militaires. Je crois que ça pourra mettre les populations en confiance. Ça se fait. Bon, mais sauf que le séparatiste, quand il sort de sa cachette, il vient se soigner comme toutes les autres populations parce qu'il n'est pas dénoncé. Est-ce qu'il ne faut pas aussi voir le fait que peut-être qu'il y a des populations qui partagent ces élans séparatistes? Alors nous avons dit ici, au début de cette crise, c'était une crise beaucoup plus idéologique qu'on ne le pensait. Le mouvement séparatiste est né du SCNC, Southern Cameroon National Council, qui a été chapeauté par un certain Ayamba, Chief Ayamba, dans lequel il y avait beaucoup de courants. Dans ces courants, il y avait les séparatistes, il y avait les indépendantistes, il y avait les annexionnistes. Pour les séparatistes, l'armée camerounaise qui est sur les lieux est une armée d'occupation. Or, il faut enlever dans la tête de ces gens cette idéologie de savoir que c'est une armée régulière. Bernard Batana, je voudrais une question toute simple. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui qu'on soit originaire du nord-ouest et du sud-ouest sans forcément partager ou bien se sentir touché par cette affaire et peut-être trouver la revendication juste au-delà de ceux qui sont peut-être proches du pouvoir? Vous savez, d'une manière ou d'une autre, quand on est anglophone du nord-ouest et du sud-ouest, on partage les conditions de vie dans cette partie du Cameroun. Maintenant, c'est les approches qui diffèrent. Il y en a qui sont pour le fédéralisme. Il y en a qui ne disent rien. Il y en a qui sont pour la séparation, mais qui ne disent rien. Qui subissent. Donc, les avis sont partagés au sein de la population. Il reste donc à l'État régalien de trouver des moyens pour remettre en confiance les populations du Parce que parfois, lorsque vous dénoncez, c'est peut-être un voisin qui va dire aux séparatistes que vous avez dénoncé. Oui, c'est pour cela qu'on dit qu'il faut que les populations coopèrent. En tout cas, que les populations comprennent que dans le nord-ouest et le sud-ouest, ils ont même
créé l'hymne de l'Amazonie. Ils ont baptisé un État de l'Amazonie. Ils ont un drapeau. Ils ont des cartes d'identité. Je vous ai dit que c'est une crise idéologique. Mais malheureusement, on a apporté une réponse militaire à un problème purement politique et idéologique. Peut-être c'est pour ça que moi, je crois qu'il faut un fort déploiement idéologique. Il ne s'agit pas ici. Il faut convaincre, il faut leur faire revenir à l'État premier pour leur dire que non, il ne s'agit pas d'une armée d'occupation, il ne s'agit pas de la République. Parce qu'ils ont commencé à dire la République lorsque, en 1984, le Cameroun devient la République du Cameroun. Ils se sentent écartés. En réalité, c'est un problème. Et que République unie donnait l'impression que c'est évidemment deux républiques qui se sont mises ensemble. Et maintenant, quand on est devenu la République, mais il y a une tendance qui dit qu'en fait, les vrais séparatistes, c'est les anglophones, les francophones, ceux qui ont baptisé la République du Cameroun, c'est-à-dire qu'ils se sont séparés de par le fait. Maintenant, il faut expliquer. Il faut que les gens... Parce que je pense que c'est plutôt beaucoup plus idéologique que militaire. Bon, militaire. Pour sortir, Bernard Batana, on a vu cette information à la une du journal... je crois, le Financier d'Afrique, qui indique que le Cameroun va importer l'huile du Gabon. Oui, un grand pays producteur d'huile de palme qui aujourd'hui est obligé d'importer. Vous savez, les décisions purement économiques s'analysent selon le bout qu'on prend. Oui. Est-ce que là, il n'y a pas aussi un impact de la crise anglophone avec la PAMOL, la CDC qui est... Mais évidemment. J'ai dit aujourd'hui, j'ai dit sur ce plateau que les régions du nord-ouest et du sud-ouest participent à hauteur de 20% au PIB. De 20% à la croissance. Vous vous imaginez que la croissance perd 20%. Mais on ne peut que s'ouvrir à l'extérieur. C'est un manque à gagner énorme. Surtout qu'on peine déjà à gagner même le point de croissance. C'est un manque à gagner énorme qui se répercute jusque dans le panier de la ménagère. Vous savez que lorsque on a atteint la croissance, il faut que ce soit implémenté par le développement. Le développement veut dire que dans le panier de la ménagère, que ça se ressente. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et que par conséquent, on est obligé de s'ouvrir même aux petits porteurs. Parce qu'en matière d'huile, le Gabon, c'est un petit... En matière de production d'huile, le Gabon, par rapport au Cameroun, c'est un petit porteur. Mais on ne peut pas... s'en passer. Merci. Parce qu'il y a un gap qui a été créé dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est pour cela qu'il y a nécessité absolue que la vie reprenne dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour qu'ils participent au PIB, pour qu'ils participent à la croissance, pour qu'ils participent au développement de ce pays. Il ne s'agit pas d'un problème purement politique, c'est un problème aussi économique. Merci Bernard Batana pour cette contribution. On a attendu Thierry Nopé, malheureusement il n'est pas arrivé, certainement les embouteillages. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour cette édition de la Revue des Grandes Unes. Restez scotchés sur le programme d'Equinox Télévision.